Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. 8938 personnes sont mortes sur les routes migratoires dans le monde en 2024. 2024, année considérée comme étant la plus meurtrière jamais enregistrée. L'Organisation internationale pour les migrations prévient que le bilan réel est sûrement bien plus élevé car de nombreux décès ne sont pas enregistrés. Une tragédie qui est inacceptable et que l'on peut éviter selon la directrice générale adjointe de l'OIM. L'augmentation du nombre de décès souligne donc cette nécessité de mettre en place des itinéraires sûrs et légaux pour les personnes en déplacement. Migration, c'est le sujet de ce soir et on va en parler avec M. Mehdi Eliwa. Vous êtes sociologue et doyen de l'Institut Sciences Po Rabat à l'UIR. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, je le disais en préambule, près de 9000 morts en 2024 sur justement les routes migratoires, un record, on va dire. Ce sont des chiffres qui n'ont jamais été enregistrés. Comment expliquer quels facteurs contribuent à la situation actuelle, à cette augmentation de décès? En fait, tous les chercheurs du monde, ou presque tous les chercheurs du monde qui travaillent sur cette question depuis maintenant plus d'un siècle, et sur les questions des morts un peu moins d'un siècle, une trentaine d'années, sont d'accord pour expliquer que plus on crée de prohibitions dans la migration, qui est un phénomène naturel, non seulement naturel, mais aussi encouragé par certains marchés d'emploi, voire par certains pays, plus on crée en fait de morts. À tel point que même c'est devenu une spécialité aujourd'hui qu'on appelle les border studies, les études des frontières. Il y a des spécialités dans certaines universités américaines, européennes, autour de l'étude des frontières et de ses conséquences. C'est-à-dire qu'on a un problème grave avec les frontières. La frontiérisation du monde est quelque chose d'assez récent. La politique de visa aussi, ça commence dans les années 80, et ça vient essayer de stopper des circulations qui existent depuis tout le temps et qui sont des circulations nécessaires en fait pour toutes les sociétés, même pour celles qui reçoivent. Mais le monde a changé et certaines sociétés, notamment des pays d'Amérique du Nord ou d'Europe, ont décidé ces 30 dernières années de réduire drastiquement leur nombre de personnes qui rentrent sur leur territoire pour y travailler et ont mis des visas ou des bâtons dans les roues pour ceux qui viennent de certains pays, notamment les plus pauvres. Et donc, ils ont créé, en fait, en prohibant, ils ont créé l'illégalité, ils ont créé la clandestinité, ils ont créé des routes dangereuses et le nombre de morts ne cesse d'augmenter. La frontiérisation donc, du monde qui stoppe certaines migrations, vous l'avez dit, ou certains déplacements qui sont nécessaires. Une prohibition qui crée aujourd'hui plus de morts. Et qu'est-ce qu'on peut dire du climat géopolitique mondial actuel? Comment influence-t-il cette tendance justement migratoire? Ce climat n'aide pas. Vous savez, la frontiérisation du monde, ça a augmenté les violences. Ça a augmenté les tensions entre pays, parfois pays frontaliers. Nous l'avons vécu, nous, au Maroc, on a vécu une crise très forte avec l'Espagne, et c'était une question de frontières et de territoire, parce que même si le cœur du sujet était les provinces du Sud, c'était aussi la question de Ceuta et Melilla. Donc c'est à la fois un business et à la fois ça perturbe l'ordre international, et dans un ordre international qui s'arme, ça va augmenter. Pourquoi je dis business? Beaucoup de chercheurs ont travaillé là-dessus. On a remarqué que les États ont beaucoup investi, et certains États plus que d'autres, dans du matériel de sécurité des frontières ou de sécurisation des frontières. Ça va du grillage à des jumelles infrarouges, à tout ensemble de matériel, et avec des robots même parfois. Et la question de la sécurité, qui est un marché mondial, on s'est rendu compte que la vente d'armes stagnait, la sécurité personnelle, comme les alarmes, les caméras pour chez soi ou pour les entreprises privées, ça a stagné, et que le business de la sécurisation des frontières, lui, a augmenté, on a investi là-dedans. Or, la question territoriale, la question des frontières, et prend une dimension particulière avec la question de l'Ukraine et de l'invasion russe en Ukraine, et peut-être va continuer avec d'autres propos comme annexer le Groenland de la part du président Trump. Donc on va vers un monde incertain, on va vers une tension sur la souveraineté territoriale, et malheureusement les migrants, qui ne sont pas du tout les causes de ces problèmes,
parfois même ils sont les symptômes de ce problème, vont devenir ou sont déjà devenus les victimes expiatoires de ce contexte géopolitique. Tension sur la souveraineté territoriale, un monde incertain justement aujourd'hui pour les pays d'accueil. Quelles sont les priorités? Ce qu'elles devraient être ou quelles sont leurs priorités. Parce qu'aujourd'hui, pour les pays d'accueil, rares sont ceux qui mettent la question de l'intégration comme une priorité. Et surtout, il y a un problème, on confond intégration et assimilation. L'intégration, c'est le fait d'être membre d'une société à part entière, de bénéficier de ses droits fondamentaux, de vivre, de travailler, etc., sans pour autant avoir la nationalité du pays, ou même si on a la nationalité, sans pour autant abandonner ses particularismes religieux, culturels, etc. Alors que l'assimilation, c'est le fait de changer en fait sa culture, voire sa religion, même en situation publique. Donc on a ici deux approches, et aujourd'hui on est d'un côté des États qui ne font plus d'intégration, mais qui veulent pousser l'assimilation de force. On le voit par exemple avec les États européens sur la question de l'islam. Même s'ils ne le disent pas officiellement, il y a tout un ensemble de lois qui sont là et qui viennent mettre un petit peu des problèmes dans la vie des musulmans en Europe, qui pourtant, pour beaucoup, pour la majorité écrasante, sont totalement intégrés, mais on estime qu'ils ne sont pas suffisamment assimilés, ce qui est faux aussi. Donc ça, qu'est-ce que ça devrait être? C'est des politiques d'intégration. Il faut faire de l'accueil. Et même au Maroc, où on a eu cette politique d'intégration et de l'accueil, aujourd'hui, l'accueil est en stand-by. On n'a plus du tout le même déploiement que ce qu'on a pu avoir eu lieu, malheureusement, il y a 10 ans, avec vraiment une vraie stratégie nationale de l'immigration et de l'asile. Et donc, c'est un peu mondial. Et notre pays, malheureusement, n'échappe pas à ça. Et en fait, ça crée des problèmes. Une Ça crée, stratégie marocaine qui fait quand même un certain nombre d'inclusions. Il y a un certain nombre de mesures qui sont mises en place pour accueillir les étrangers aujourd'hui. Au contraire, qui ont été mises en on place. parle au Maroc d'utiliser le potentiel des migrants, le potentiel, que ce soit au niveau culturel, de la richesse culturelle ou même économique, parce que ces migrants, ils contribuent économiquement au développement des pays dans lesquels ils se trouvent. Complètement, mais dans les faits, les politiques d'inclusion aujourd'hui sont stoppées. Elles ont bien fonctionné, mais par exemple, si quelqu'un voudrait arriver au Maroc, même pour demander asile ou refuge, il a beaucoup plus de difficultés aujourd'hui, en 2025, un étranger de s'installer au Maroc que c'était le cas il y a 10 ans, en 2015, ou il y a 5 ans, en 2020, en 2019, parce que 2020, c'est la pandémie mondiale, donc restons sur 2019. Au lendemain du corona, on a constaté sur le terrain, moi je parle du terrain, que c'était beaucoup plus compliqué, les renouvellements de titres de séjour pour ceux qui étaient déjà installés ou l'obtention de nouveaux titres de séjour pour les personnes primo-arrivantes, comme on dit. Donc ça ne veut pas dire que le Maroc a complètement fermé les portes, mais on sent un essoufflement de la SNIA. Je l'avais déjà signalé à plusieurs reprises, je ne suis pas le seul à le faire. Des gens de la société civile, les journalistes le font aussi. Mais au niveau de la recherche de terrain, on sent un certain essoufflement. Et comme vous l'avez dit, c'est le contexte géopolitique mondial qui nous pousse là-dedans. C'est aussi le rapport avec notre voisin l'Algérie qui se tend. Donc on est dans d'autres approches. On est tenté potentiellement par d'autres approches. Voilà. Un contexte donc géopolitique incertain qui finit par impacter, qu'on le veuille ou non, certaines réalités sur le terrain. Monsieur Aliwa, justement, pour conclure, on pourrait parler de cet appel de l'OIM, donc pour établir des itinéraires migratoires sûrs et légaux. Ça fait écho un petit peu à l'appel du chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, qui avait également appelé à des migrations sûres. Quel rôle justement aujourd'hui joue le Maroc dans ce sens ? Il joue un rôle moteur depuis longtemps, depuis les années 1990, et à niveau de l'ONU avec la Convention de protection de tous les travailleurs migrants et membres de leur famille, qui a beaucoup été présidée notamment par des Marocains. Donc on y a encore des membres jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au Global Compact à Marrakech qui s'est fait donc en terre marocaine pour bien montrer l'influence que nous avons. Évidemment, le Maroc est leader et notamment leader parce que nous sommes un pays d'émigration et d'immigration massive. Et donc c'est aussi de protéger aussi nos ressortissants à l'étranger et de montrer à quel point les Marocains ont contribué à la richesse des pays où ils sont.
Et on peut en faire l'exercice et la preuve tout le temps, quotidiennement, contrairement à certains discours, et que aussi, indirectement, ils ont contribué à la richesse du Maroc, que ce soit par leur investissement, par le retour de devises, mais aussi par un certain nombre de transferts de compétences, de technologies dans ces allers-retours. Et donc pour le Maroc, être un carrefour migratoire avec des Marocains dans le monde qui reviennent régulièrement au Maroc et qui font des allers-retours, c'est une façon de mieux asseoir le développement. Donc c'est une question vitale aussi dans le nouveau modèle de développement. Il ne faut pas oublier que le Maroc aussi, si c'est un carrefour migratoire, a des étrangers qui viennent et qui s'y installent et qui font des allers-retours avec leur pays d'origine. Et c'est là-dessus où moi je sens un essoufflement qu'on devrait revitaliser. En tout cas, on voit un certain nombre de flux, notamment des échanges d'étudiants, que ce soit au niveau continental Oui. ou même international. Merci à vous, Monsieur Mehdi Aliwa, pour cette intervention. Je rappelle que vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques de Rabat à l'UIR. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.